Bonsoir à tous, j'ai un tas de livres à vous lire et à vous présenter. J'ai reçu le guide du programme de contrôle mental Monarch de Springmeyer, dont je vous avais un petit peu parlé dans une autre vidéo. Nouvelle édition de 1984 de George Orwell, La fusion froide de Sutton, dont je vous avais un petit peu parlé. Les plans occultes du nouvel ordre mondial, du coup la nouvelle réédition, parce que celle que je vous avais lue c'était l'avant-dernière édition. La conjuration antichrétienne de Henri de Lassus, l'intégrale de Serge Monat, Le matin des magiciens, Bergier Powells, et l'intégrale de René Guénon, et aussi la trilatérale Règne sur l'Amérique de Sutton. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous lire en partie et vous présenter. Dans tous les cas, aujourd'hui, je suis sûr de moi, ça sera le livre de Sutton. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Anthony Cyril Sutton, qui est né en 1925, qui est mort en 2002, c'était un économiste et essayiste américain d'origine britannique. Titulaire d'un doctorat en sciences, il devient chercheur au sein de la Hoover Institution de l'université de Stanford de 1968 à 1973, après avoir enseigné l'économie à l'université de Californie à Los Angeles. Il est diplômé des universités de Londres, Southampton, Göttingen et Californie. Donc là où Sutton est extraordinaire, c'est qu'il a finalement fait un pied de nez au grand capital, puisqu'il a profité de toutes ces années dans ses fondations, qui étaient, il me semble, en partie financées par les Rockefeller, pour avoir accès à tous les documents qui étaient encore classifiés, etc., qui permettaient, mis bout à bout, d'avoir finalement une vision d'ensemble sur les tractations, les conspirations du nouvel ordre mondial et les conspirations des élites. C'est pour ça que ce personnage est extrêmement intéressant. Il avait beaucoup balancé, entre guillemets, à la télévision canadienne, mais sur les chaînes câblées, enfin les premières chaînes câblées à l'époque. Et il a atteint un point de non-retour, je dirais, si je dis pas de bêtises, autour de 1983-85. C'est-à-dire qu'après, il n'était plus jamais invité et il est resté extrêmement discret jusqu'à sa mort en 2002. Bref, Sutton, en tout cas, moi quand je l'ai lu, quand je l'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'existait qu'en anglais, donc il fallait lire en anglais, et maintenant il est traduit en français chez les éditions Ethos. Donc je vais vous mettre le lien de l'ouvrage dans la description. Dès ses débuts, la commission trilatérale s'est dite privée et non officielle, avec pour objectif de rassembler le plus grand nombre de gens haut placés pour réfléchir ensemble sur les problèmes communs affrontés par nos trois régions de la planète. Cependant, en lisant les comptes rendus de la commission trilatérale, nous trouvons partout une confusion certaine entre les notions de privé et de public. Cette association est censée être un club privé fondé par un simple citoyen, David Rockefeller. Pourtant, ses fins et ses activités ne concernent que des politiques publiques. Le caractère original du trilatéralisme est d'unir entre eux les ministres du pouvoir. La famille Rockefeller est le seul véritable centre de pouvoir de toute la trilatérale. Ses autres membres ne sont que des administrateurs. Hommes politiques, juristes, bureaucrates, hommes de médias et syndicalistes vont et viennent dans les cénacles de la trilatérale. Ils ne conservent leur poste qu'aussi longtemps qu'ils réussiront à atteindre certains objectifs. Aujourd'hui, nous pouvons étudier les dernières décennies d'existence de la trilatérale et ainsi connaître plus précisément ses desseins à la lumière des actions politiques menées jusqu'ici et des nominations faites au fil des gouvernements. Il est clair que nous ne pouvons affirmer désormais que la commission trilatérale n'est finalement qu'un instrument devant nous conduire tout droit vers le nouvel ordre mondial. Elle est l'ennemi de la liberté et elle cherche à prendre le monopole de la gouvernance politique dans le monde entier pour son propre compte, se vouant totalement à la promotion et à la réalisation de ce nouvel ordre mondial. Alors, les différents chapitres du livre. Chapitre 1, la commission trilatérale. Chapitre 2, les membres de la commission. Chapitre 3, le nouvel ordre mondial pour objectif. Chapitre 4, des politiques pour un contrôle monopolistique. Chapitre 5, 2 décennies de manigance de la trilatérale en agriculture. Chapitre 6, les membres de la trilatérale n'aiment pas les impôts, quand c'est pour leurs pommes. Chapitre 7, une guerre permanente pour une paix perpétuelle. Chapitre 8, les hommes politiques du nouvel ordre mondial, la formation de gouvernements trilatéralistes. Chapitre 9, les complices du nouvel ordre mondial. Chapitre 10, dépasser le marxisme, les anciens et nouveaux marxistes. Chapitre 11, où la commission trilatérale s'est trompée. Chapitre 12, conclusion. Appendice, les membres de la commission trilatérale, membres pour l'Amérique du Nord,
occupant des fonctions publiques pour l'Europe, exerçant des fonctions publiques pour le Japon. Appendice B, les membres de la commission pour l'Amérique du Nord, pour l'Europe, pour le Japon. Ouais, c'est ce que je viens de lire, mais c'est une appendice différente. Et appendice C, déclaration du lieutenant-colonel américain James Bogritz pour le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis et son groupe de travail sur le trafic international de stupéfiants. Chapitre 1. La commission trilatérale. La commission trilatérale a été fondée en 1973 par le banquier new-yorkais David Rockefeller, alors président de la Chase Manhattan Bank, et par le professeur de l'université Harvard, Zbigniew Brzezinski, devenu peu après conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter. Ce qu'est la commission trilatérale, c'est elle-même qui nous l'apprend. La commission trilatérale a été créée en 1973 par des ressortissants d'Europe de l'Ouest, du Japon et d'Amérique du Nord en vue d'une coopération plus étroite dans différents domaines entre ces trois régions du globe. Elle cherche à améliorer au sein du grand public la connaissance de leurs problèmes communs, à soutenir des propositions concertées permettant de les affronter et à consolider les habitudes et les pratiques de collaboration entre ces divers États. Cependant, d'après les milieux politiques dits populistes, la commission trilatérale ne serait qu'un instrument devant nous conduire tout droit vers le nouvel ordre mondial, lequel ressemble à différents égards à d'autres ordres dictatoriaux passés. Selon eux, la trilatérale serait l'ennemi de la liberté, et elle chercherait à prendre le monopole de la gouvernance politique dans le monde entier pour son propre compte. Il y a 20 ans, la commission trilatérale était encore naissante. Elle n'avait pas d'histoire et on ne pouvait avoir idée de ses objectifs et de ses agissements. Aujourd'hui, en 1994, nous pouvons étudier les 20 années d'existence de la trilatérale et connaître plus précisément ses desseins à la lumière des actions politiques menées jusqu'ici et des nominations faites au fil des gouvernements. Les premiers membres choisis en 1972 par Rockefeller et Brzezinski étaient 200. Issus du monde entier, un tiers environ était d'Amérique du Nord, un autre tiers d'Europe et un dernier tiers du Japon. En 1993, le groupe s'était élargi pour compter 325 membres dans le globe, qualifiés de citoyens distingués par la commission trilatérale. Dans les faits, ils ne représentent qu'une infime partie des opinions et cultures du monde. Ils n'ont jamais été élus et ne sont en rien représentatifs, n'ayant été choisis qu'en fonction des désirs de David Rockefeller. Dès le début, cette société s'est dite privée et non officielle, avec pour objectif public de rassembler dans ce groupe le plus grand nombre possible de gens haut placés pour réfléchir ensemble sur les problèmes communs affrontés par nos trois régions de la planète et de favoriser leur coopération. En lisant les comptes rendus de la commission trilatérale, on trouve partout une confusion entre les notions de privé et de public. Cette association est censée être un club privé fondé par un particulier, un simple citoyen, David Rockefeller. Pourtant, ses fins et ses activités ne concernent que des politiques publiques. Donnons la parole à la commission trilatérale elle-même. La commission tient une assemblée générale par an, à Lisbonne en 1992, Washington en 1993, Tokyo en 1994. Outre des sessions concernant les événements et les sujets d'actualité intéressant les différents points du globe, une grande partie de ces assemblées annuelles est consacrée à l'examen de projets rédigés par la commission. Ces rapports sont la plupart du temps le résultat du travail collectif de 3 auteurs issus de chacune de nos 3 grandes régions, ayant bénéficié de l'aide de consultants et de spécialistes. Leur publication suit les débats de la conférence annuelle de la commission. Les auteurs sont les seuls responsables des travaux qu'ils produisent. Une publication séparée rend compte des principaux sujets discutés par l'Assemblée. Quelquefois, des documents informels naissent des travaux des membres d'une région donnée. Chaque région trilatérale est dirigée par un président et un vice-président. L'ensemble de ces cadres forme l'organe directeur de la commission. Son comité exécutif rassemble 36 autres membres. En résumé, cette association de particuliers est soigneusement organisée de façon à ce que ses opinions sur l'organisation de la collectivité aient un impact non négligeable sur les politiques publiques. Ces individus se rassemblent, étudient, discutent et publient, après leur débat, des recommandations publiques. Pour quelles raisons ? La commission trilatérale ne dépenserait pas toute cette énergie et beaucoup d'argent pour le plaisir de jouer aux intellectuels. Son objectif doit être de promouvoir certaines politiques publiques auprès des gouvernements du monde entier.
En outre, ces membres ne sont pas élus, ils sont désignés. Le président du comité exécutif, et c'est ce comité qui choisit les membres, n'est autre que David Rockefeller, également fondateur et président de la commission trilatérale elle-même. Cette association tout entière reflète les opinions de Rockefeller, lesquelles ne sont ni indifférentes ni représentatives de l'humanité. Le fait que cette organisation de façade ne soit qu'une émanation de David Rockefeller n'a pas été perdu de vue par tous les observateurs. Le 27 juillet 1979, la station radio KLMG, le Council Bluff dans l'Iowa, a diffusé une interview de George Franklin, alors coordinateur de la commission trilatérale. Votre serviteur faisait partie des invités sur le plateau, donc Anthony C. Sutton. Voici, d'après la retranscription de son intervention, comment Franklin décrit l'influence de Rockefeller. Le présentateur. Pourquoi au sein de la commission trilatérale, le nom de David Rockefeller, ou de l'une ou l'autre de ces organisations, est-il omniprésent? Franklin. Eh bien, c'est tout à fait logique. David Rockefeller est le président du groupe nord-américain. En fait, il y a 3 présidents. Un pour l'Amérique du Nord, un pour le Japon et un pour l'Europe. En outre, la commission trilatérale est née sur l'initiative de David Rockefeller. Franklin est conscient des soupçons qui pèsent sur Rockefeller et tente de faire croire en toute logique qu'ils sont infondés. Le fait que Rockefeller soit personnellement impliqué dans le choix des membres suggère que la trilatérale n'a été formée que dans le dessein de servir des objectifs définis par sa famille ou par lui-même. Sinon, Rockefeller aurait permis à d'autres de faire de tels choix. Le journaliste aborde ensuite le sujet de l'administration Carter, alors au pouvoir, dans laquelle Zbigniew Brzezinski, cofondateur de la trilatérale, est conseiller à la sécurité nationale, tandis que d'autres membres de cette association y ont été nommés. Le présentateur. Combien de membres de la commission trilatérale y a-t-il dans le cabinet du président Carter? Franklin. 18. Le présentateur. Ne trouvez-vous pas que c'est beaucoup? Franklin. Ce n'est pas rien, en effet. Le présentateur. Ne pensez-vous pas que c'est un peu étrange? Combien la commission trilatérale compte-t-elle aujourd'hui de membres? Elle en compte 77 aux États-Unis. Ne trouvez-vous pas qu'il est plutôt rare de disposer de 18 postes au sein d'un cabinet présidentiel? Oui. Il me semble que nous avons choisi les personnalités extrêmement compétentes dès le lancement de la trilatérale. Il est donc naturel que le président des États-Unis tienne en estime un certain nombre d'entre eux. Votre serviteur a ensuite évoqué avec Franklin la question du choix des membres et de l'influence de Rockefeller. Franklin nie les faits. Pourtant, il est évident pour toute personne sensée que la commission trilatérale est un organisme inféodé à Rockefeller qui n'a été institué que pour servir ses intérêts, dans laquelle il a été très probablement une influence privilégiée. L'influence est la raison d'être de la commission trilatérale. Sutton. Croyez-vous que les seules personnalités compétentes en Amérique soient des membres de la trilatérale? Franklin. Bien sûr que non. Quand nous avons dû trouver des membres, nous avons commencé par choisir, autant que possible, les individus les plus brillants, et je pense que la plupart des nôtres qui font partie de l'administration Carter auraient été mis en avant par n'importe quel autre groupe intéressé par les questions de politique étrangère. Sutton. Convenez-vous de ce que vous avez une influence anormale sur la politique nord-américaine? Absolument pas, non. Il me semble que tout homme doué de raison conclurait que votre influence est déterminante, étant donné que 18 de vos 77 membres de la trilatérale nord-américaine sont employés par l'administration Carter. Ces hommes n'appliquent pas machinalement tout ce que la commission trilatérale est à même de préconiser. Nous nous contentons de publier 2 dossiers par an, mais en espérant qu'ils auront une certaine influence, car sans cela, nous ne nous donnerions pas la peine de les rédiger. Puis-je vous poser une autre question? Oui. Qui a commencé à financer la commission trilatérale? Son premier soutien fut la fondation Kettering, mais je peux plutôt vous dire qui la finance aujourd'hui, ce qui sera sans doute plus intéressant pour vous. Ce n'est pas la fondation des frères Rockefeller? La fondation des frères Rockefeller? Le budget de la trilatérale pour l'Amérique du Nord doit fonctionner avec 1,5 million de dollars pour les 3 années à venir. Sur ce total, 180 000 dollars doivent être versés par la fondation des frères Rockefeller et 150 000 par David Rockefeller. Cela signifierait-il que les Rockefeller apporteraient la plus grande portion de cette somme? Non, cela veut simplement dire que les Rockefeller ne financent qu'un cinquième du groupe nord-américain et ne donnent rien à ses correspondants européens et japonais. La famille Rockefeller avait depuis longtemps placé ses intérêts dans diverses organisations hautement influentes et s'intéressant de près à la politique. La commission trilatérale n'a fait que prolonger l'œuvre et la portée du Council on Foreign Relations,
de longues années durant présidé par David Rockefeller. Parmi les autres lobbies financés et parrainés par la famille Rockefeller, nous trouvons la Commission on Critical Choices, dont la tâche était d'identifier les choix critiques que les États-Unis devaient affronter à l'approche du XXIe siècle. Il s'agit encore une fois d'une commission dont les membres sont nommés par les Rockefeller afin de décider à la place des Américains ce qui est le mieux pour eux. La Commission on Critical Choices affirme être un groupe bipartite représentant au niveau national les États-Unis, composé de 42 Américains distingués, rassemblés sous la présidence de Nelson A. Rockefeller. Leur mission, mettre le doigt sur les choix cruciaux que devra affronter l'Amérique en entrant dans son 3e siècle d'existence en tant que nation, et déterminer des objectifs réalistes et désirables que ce pays peut atteindre entre 1985 et l'an 2000. Alors, petite parenthèse, il me semble, à vérifier, que Nelson A. Rockefeller, c'est celui qui était ami avec Aaron Russo, vous savez, ce réalisateur américain. Toute une interview avec un journaliste d'investigation américain, et qui savait qu'il pouvait parler, étant donné qu'il était en phase terminale d'un cancer, qu'il est mort quelques mois après. Ça devait être en 2008. Et Aaron Russo disait que sa source principale pour toutes ces affirmations, c'était Nelson Rockefeller. Donc, je reprends. Leur mission, mettre le doigt sur les choix cruciaux que devra affronter l'Amérique en entrant dans son 3e siècle d'existence en tant que nation, et déterminer les objectifs réalistes et désirables que ce pays peut atteindre entre 1985 et l'an 2000. Cette commission a été créée selon une tradition américaine bien connue, le goût pour l'effort. Elle réunit 42 citoyens qui s'unissent pour contribuer à déterminer les principes qui présideront à l'avenir de l'Amérique. En raison de la complexité et de l'interdépendance propre aux enjeux du monde actuel, cette commission a réparti ses travaux entre 6 groupes d'études qui mettent l'accent sur les interrelations existant entre les différents choix critiques plutôt que de se contenter de les analyser séparément. Ces 6 thèmes d'études sont l'énergie et son lien avec l'écologie, l'économie et la stabilité de la planète, alimentation, santé, démographie mondiale et niveau de vie, matières premières, développement industriel, capitaux et investissements, emplois et échanges mondiaux, commerce international et système monétaire, inflation et lien entre les différents systèmes économiques du globe, monnaie, sécurité nationale et paix, qualité de vie des communautés des citoyens aux États-Unis. En bref, la trilatérale est un groupe d'études Rockefeller en grande partie financé par une organisation Rockefeller. La Third Century Corporation, association new-yorkaise à but non lucratif, a été fondée pour financer les travaux de la trilatérale. Depuis le début de ses activités à l'automne 1973, la Third Century Corporation a reçu des contributions et des dons de la part de particuliers, mais aussi de fondations bien connues pour leur soutien en faveur de diverses actions d'intérêt général. En route vers le nouvel ordre mondial. Tandis qu'on la décrit comme étant une association de débats de haut niveau, la commission trilatérale se voue à la promotion du nouvel ordre mondial. L'aveu le plus sincère de cette recherche du nouvel ordre mondial se trouve dans un livre de Brzezinski, cofondateur de la trilatérale, Between Two Edges, America's Role in the Technotronic Era, la révolution technotronique, publié peu avant le lancement de la commission trilatérale. Cet ouvrage est un programme pour la mise en place d'un ordre mondial plus juste et équitable, je cite. Dans un sens, il n'est pas très différent des dizaines d'autres projets de contrôle politique de ce genre, remontant au temps de l'utopie de mort de Karl Marx, de Lénine, d'Adolf Hitler, de Mao, etc. Toutes ces personnalités ont elles aussi fait des plans d'action pour exercer un contrôle politique. Dans notre histoire, le seul document qui est rigoureusement défini et restreint le ressort du contrôle gouvernemental, n'est autre que la Constitution des États-Unis, remarquable dans la mesure où précisément elle limite les pouvoirs du gouvernement. Le livre de Brzezinski contredit la Constitution comme tous les autres documents politiques qui rejettent la liberté dans la mesure où elle leur paraît impropre. Le rejet de la Constitution par Brzezinski est effectué sur la base « Notre époque ne saurait répondre à ces problèmes en assimilant l'ordre ancien à l'ordre nouveau ». Des nombreux problèmes que les membres de la trilatérale ont eux-mêmes créés pour nous reproposer aujourd'hui leurs soi-disant solutions. Selon Brzezinski, l'humanité aurait traversé 3 étapes dans son évolution avant d'en arriver aujourd'hui à mi-chemin de ce que doit être son 4e et dernier état.
À certains égards, l'analyse sécularisée de Brzezinski ressemble à celle de José Arguelles dans son The Mayan Factor, reprenant un calendrier religieux divisant l'histoire du monde en différents cycles. D'après The Mayan Factor, notre planète en serait à ses dernières années avant la fin du monde, entre guillemets, devant avoir lieu en 2012, pour un passage vers des degrés plus élevés de conscience. Donc vous retenez bien que c'est pas une fin du monde matérielle, c'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Revenons-en à Brzezinski, le cofondateur de la Commission trilatérale. Pour lui, la première grande période est décrite comme étant religieuse, et elle associerait une transcendance merveilleuse permise par l'acceptation de l'idée selon laquelle la destinée de l'homme est pour l'essentiel placée entre les mains de Dieu, avec une véritable étroitesse terrestre à cause d'une ignorance massive, de l'analphabétisme et d'une perception limitée du monde. La seconde étape serait celle du nationalisme, défini comme un nouveau pas gigantesque dans la redéfinition progressive de la nature et de la place de l'être humain en son sein. Arguelles parle quant à lui de matérialisme. La philosophie matérialiste marxiste correspondrait à la troisième ère. Pour Brzezinski, cela incarne une nouvelle étape vivifiante et créative dans la perception universaliste de l'homme. Ni David Rockefeller, ni Zbigniew Brzezinski ne mentionnent les faiblesses économiques et les excès mortifères du marxisme. Ils trouvent qu'il est créatif et qu'il fait office de facteur important pour le mûrissement de l'homme. En réalité, et l'histoire vient de démontrer avec la chute de l'URSS, ce que beaucoup d'entre nous proclament depuis des années, le marxisme n'est qu'une imposture, une gigantesque tromperie, un dispositif permettant au grand capital new-yorkais de contrôler un pays par les deux moyens que sont la technologie et la dette, tout en faisant comme si de rien n'était. Même des syndicats américains, en particulier sous l'égide de Samuel Gompers et de George Meany, ont reconnu la fausseté du marxisme. Wall Street et de nombreux intellectuels qui auraient dû être les mieux placés pour les connaître, furent les meilleurs promoteurs, alliés et avocats du marxisme. Les capitalistes, parce qu'un monopole d'État offre la perspective de marché et des profits monopolistiques sans subir la moindre critique du côté des masses. Les intellectuels, parce que les universités financées par Wall Street leur font miroiter des possibilités de promotion et des honneurs. Après le marxisme, selon Brzezinski, ce sera la quatrième et dernière étape, l'ère technotronique, où un idéal humaniste et rationaliste à l'échelle globale, fruit d'une synthèse américano-communiste. Telle est l'opinion de Brzezinski, laquelle n'est qu'un arrière-plan artificiel échafaudé pour nous faire croire que nous avons besoin, comme seule politique viable, d'un nouvel ordre mondial. Un réflexe inévitable pour l'homme est de chercher à assimiler le vieux dans le neuf. Pendant un certain temps, le contexte établi intègre de façon résiliente les nouveautés de sorte que celles-ci lui paraissent toujours plus familières. Mais au bout d'un moment, les vieilles mentalités se retrouvent surchargées. Les nouvelles données ne peuvent plus être redéfinies selon des formes traditionnelles et elles finissent par s'imposer d'elles-mêmes. Toutefois, de nos jours, les vieux schémas de la politique internationale, avec leur sphère d'influence, des alliances militaires entre États-nations, la fiction de la souveraineté nationale, les conflits idéologiques nés des crises du XIXe siècle, ne sont clairement plus compatibles avec la réalité. Il faut bien relever que le changement préconisé par Brzezinski est dans l'erreur, et que cette erreur aurait malheureusement une incidence sur le visage du monde à venir. Pourtant, le nouvel ordre mondial est loin d'être inévitable. Premièrement, la tendance actuelle est aux petites entités politiques reprenant les contours de groupes ethniques ou nationaux. Aux États-Unis, certains proposent de rendre chaque État indépendant ou de diviser le pays en 2 ou 3 entités, car les grandes unités s'avèrent ingouvernables et saturées. Contre la crise latente, recherche de petites unités est une réaction saine, au contraire d'entités plus grandes, ingouvernables. C'est pourtant ce que préconise la Commission trilatérale. Deuxièmement, lorsqu'il évoque un humanisme rationaliste, Brzezinski est encore à milieu de la réalité. La religion est de retour et sous une forme toujours plus spirituelle. Les églises traditionnelles, institutionnalisées, semblent subir des pertes, à l'instar de l'église catholique, vieille de 2000 ans. Mais il y a un réel sursaut religieux grâce à l'essor de la technologie, comme on le voit avec les radios religieuses ou le télévangélisme. En outre, ces évolutions spirituelles grandissent dans des proportions extraordinaires, souvent grâce à des formes non conventionnelles, telles la méditation ou la vie communautaire.
Certains de ces groupes, comme la Church Universal and Triumphant à Montana, sont désormais fermement établis et acceptés par les milieux protestants traditionnels. Ces phénomènes sont bien loin de l'humanisme et de l'athéisme. C'est cependant la technologie que nous trouvons au départ du Nouveau Monde, proposée par Brzezinski et désirée par David Rockefeller et la Commission trilatérale. Mais les technologies du futur comportent un caractère essentiel de réémergence du spirituel. Les sciences physiques et les énergies de l'avenir, ainsi que l'énergie générée par le vide, seront au XXIe siècle des technologies d'un type spirituel. Les concepts orientaux du bouddhisme et le monde matériel sont sur le point de fusionner grâce à la physique quantique développée par l'Occident. La spiritualité zen et les sciences occidentales sont déjà en train de se marier d'une façon qui contredit les idéaux de la Commission trilatérale. Il est évident que ces nouvelles données transcendent les formes convenues, et de cette façon, Brzezinski a raison sur certains points. Mais l'avenir ne doit pas se cantonner à un nouvel ordre mondial rigide. Paradoxalement, ce nouvel ordre mondial n'est finalement qu'un pâle reflet d'un ordre établi pluriséculaire, dont il n'est que le décalque. En fait, Brzezinski et Rockefeller ne se proposent de remplacer les pouvoirs établis que pour leur en substituer un autre, le leur. Chapitre 2. Les membres de la Commission trilatérale. Le caractère original du trilatéralisme est d'unir entre eux les ministres du pouvoir plutôt que les détenteurs du pouvoir. David Rockefeller est le seul véritable centre de pouvoir de toute la trilatérale. Ses autres membres ne sont que des sortes d'administrateurs à titre transitoire. Hommes politiques, juristes, bureaucrates, hommes de médias et syndicalistes vont et viennent dans les cénacles de la trilatérale. Ils ne conservent leur poste qu'aussi longtemps qu'ils réussiront à atteindre des objectifs politiques par des moyens politiques. Ces simples agents opérateurs, en règle générale, ne participent pas à la délimitation de ces objectifs. C'est là un élément essentiel. Ces gens-là ne sont en fin de compte que des ouvriers. Cela reprend des mots célèbres prononcés par le sénateur Mansfield devant le Congrès. Pour aller loin, il faut marcher en groupe. Ces agents de la trilatérale sont nécessaires pour marcher en groupe sur la route du succès. Dans les années 70, 9 des commissaires américains de la trilatérale étaient des juristes, travaillant pour des cabinets d'avocats très influents. La porte à tambour, qui sert de frontière entre ce que l'on appelle les services publics et le monde de l'entreprise privée, où les avocats cumulent la pratique du droit pour les particuliers avec un salaire gouvernemental, est d'une importance non négligeable. 2 de ces 9 juristes étaient des membres du cabinet O'Melveny & Myers de Los Angeles, William T. Coleman Jr. en tant qu'associé principal, tout en étant l'un des administrateurs de la Chase Manhattan Bank de David Rockefeller, et un ancien secrétaire au transport. Et Warren Christopher, qui en fit partie de 1958 à 1967, pour rejoindre en 1969 l'administration Carter en tant que secrétaire d'État adjoint. En 1993, il est devenu le secrétaire d'État de Clinton. En 1994, William T. Coleman Jr., alors associé principal d'O''Melveny & Myers, tout en ayant été secrétaire au transport, faisait toujours partie de la trilatérale, siégeant même au sein de son comité exécutif. Issu de ce même cabinet d'avocats, Warren Christopher, en 1994, était devenu secrétaire d'État après avoir fait office de co-directeur de l'équipe de transition mise en place par le président Clinton, en dépit d'innombrables récriminations. Christopher a fait un excellent travail pour la trilatérale, ayant participé à la désignation des 22 autres membres de l'administration Clinton, considérant, je cite, que les vieilles façons de faire des affaires étaient obsolètes. Il ne fait aucun doute que Christopher réintégra le cabinet O'Melveny & Myers à l'issue de son mandat de secrétaire d'État pour continuer ses activités lucratives. En outre, ce duo influent en politique a été secondé en 1994 par un autre associé d'O''Melveny & Myers, Ko Yung-tung, président d'une entreprise basée à New York, le Global Practice Group. Ainsi, ce cabinet juridique de Los Angeles peu connu est en réalité au cœur d'un réseau d'influence de première catégorie. Ce trio, issu de la trilatérale, manifeste que leur club se moque de notre société libre et ne se propose que de décupler son influence. O'Melveny & Myers, à l'instar de Kissinger & Associates et du Carlyle Group, a placé ces hommes pour gagner de l'influence en politique. Et il se trouve que toutes ces entités ont un lien avec la commission trilatérale.
George Franklin, ancien secrétaire de direction de la Trilatérale, affirme que tout ceci ne serait qu'un simple accident statistique et que nous ne devrions pas nous inquiéter de ce que toutes les compétences de haut niveau, entre guillemets, en arrivent accidentellement à faire partie de la commission trilatérale. En effet, d'après Franklin, nous devrions être ravis que des individus aussi éminents soient si prompts à accepter la charge du service public, entre guillemets. Comment ce jeu d'influence politique fonctionne-t-il ? Supposons que vous êtes au Zaïre ou en Argentine, et que vous avez besoin de dollars fournis par les contribuables américains pour construire un pont ou lutter contre la drogue, ou quoi que ce soit d'autre qui vous serve de prétexte pour détourner un peu d'argent mal acquis, directement ou indirectement, pour votre propre compte. Que feriez-vous ? Vous devrez vous diriger vers la trilatérale en la personne d'un de ses membres, Ko Young-tung, l'homme de O. Mulvaney and Myers à New York, ou Henry Kissinger de Kissinger Associates, ou l'ancien secrétaire de la Défense, Frank Carlucci, du Carlyle Group, tous bien placés dans la hiérarchie de la trilatérale, pour obtenir d'eux un pourboire substantiel, pour le moins généreux, car ils pourront plaider votre cause à Washington. Et croyez-vous un seul instant qu'un vice-secrétaire d'État adjoint ou d'un rang équivalent, ayant eu l'habitude de fournir des aides, se montant à des dizaines de millions de dollars dans ses décisions de routine, irait contredire un Henry Kissinger, un Frank Carlucci ou un Ko Young-tung qui lui téléphonerait pour lui faire part de vos besoins dérisoires, entre guillemets, émanant du Zaïre ou de l'Argentine ? Après tout, un vice-secrétaire d'État adjoint a pour ambition de devenir un jour ou l'autre un secrétaire d'État adjoint à part entière, et pour cela, il aura à son tour besoin d'être recommandé par différentes personnalités. Dès lors, toutes ces décisions concernant le Zaïre ou l'Argentine ne sont pas faites en ayant en ligne de mire les intérêts des contribuables américains, mais en fonction de ce que l'on appelle diplomatiquement des impératifs politiques. Rapprochons maintenant ces manigances des milliers de citoyens américains qui ont souffert des essais nucléaires menés par les États-Unis dans les décennies 1940 et 1950. Ils réclament justice, mais ils doivent passer par les tribunaux pour essayer d'obtenir du département de l'énergie une juste indemnisation. Ces Américains normaux ne peuvent pas faire appel à Henry Kissinger, à Frank Carlucci ou à Ko Young-tung, alors qu'un ambassadeur du Zaïre ou un sénateur argentin n'aurait aucune difficulté à se faire connaître auprès d'eux. Le pauvre Joe Blow doit dépenser ses maigres ressources pour affronter un département de l'énergie disposant de moyens illimités, grâce à l'argent des contribuables, paradoxalement utilisé pour lutter contre les citoyens. Nous venons de peindre en quelques paragraphes ce qu'est vraiment le trilatéralisme. On n'y trouve rien de ce que sera la révolution technotronique. Alors dans le livre d'ailleurs, c'est technétronique, et pas technotronique, qui n'est qu'un vain mot. Si Brzezinski a été incapable de prévoir la chute de l'URSS, comment pourrait-on lui faire confiance pour deviner les caractéristiques du monde futur ? On peut parer le trilatéralisme de 1000 vertus, mais il se résume malgré tout à un exercice du pouvoir politique pour servir les intérêts de la trilatérale et de ses partenaires. Si vous croyez encore à la baliverne du service public, ce n'est pas la peine que vous continuiez à lire cet ouvrage. Ce n'est qu'une imposture institutionnalisée. Vous voulez vous plaindre auprès du Congrès ? Bonne chance ! Le leader de la majorité, Thomas Foley Jr., est un membre de la trilatérale, comme un certain nombre d'autres parlementaires. Vous comprenez maintenant pourquoi les lois restreignant le lobbyisme sont toujours remises aux calendes grecques. Voici les principaux cabinets juridiques comptant en leur sein des membres de la trilatérale et étant ainsi reliés à son réseau d'influence politique. Center for Law and Social Policy, Centre pour la justice et la politique sociale, Paul C. Warnke, avant 1994, et Philip H. Trezise, avant 1994. Clifford, Warnke, Glass, McIlwain and Finney, Paul C. Warnke, avant 1994. Coudert Brothers, Sol M. Linowitz, avant 1994, et Richard N. Gardner, 1973-1994. O. Mulvaney and Myers, Warren Christopher, de 73 à 94, William T. Coleman Jr., de 73 à 94, et Ko Young-tung, 1994. Simpson, Thatcher and Bartlett, Cyrus R. Vance, avant 1994, Wilmer, Cutler and Pickering, Gerard C. Smith, de 73 à 94, et Lloyd N. Cutler, avant 1994. Akin, Gump, Strauss, Auer et Feld. Vernon C. Jordan, 1994.
Les propagandistes et les techniciens. Clairement distincts des agents politiques, bien que leur champ d'action se chevauche souvent, les propagandistes, médias et les techniciens, universitaires et autres intellectuels contrôlant le monde de la recherche, ne sont pas moins importants. Ils servent à former un lien intellectuel entre les détenteurs du pouvoir et les ministres du pouvoir, les agents ou opérateurs. Ces techniciens fournissent des moyens qui permettront de promouvoir et d'atteindre les objectifs du groupe. Ils sont là pour expliquer certaines idées auprès du grand public et pour en concevoir d'autres, dans des limites prédéfinies. Les techniciens et les propagandistes n'obtiennent des promotions personnelles que dans la mesure où ils se montreront dociles à produire et à défendre des concepts en adéquation avec les directions générales données par les détenteurs du pouvoir. Un média qui diffuserait des nouvelles politiquement incorrectes ou un chercheur en économie qui parviendrait à des conclusions indésirées sera généralement poliment informé de ce qu'il sera mis sur la touche. Les techniciens de la trilatérale sont des experts dès qu'il s'agit de faire passer un message, entre guillemets. Différents think tanks sont en rapport avec la trilatérale. Alors pour ceux qui ne savent pas, un think tank c'est un groupe de réflexion ou laboratoire d'idées au sein d'une structure privée indépendante de l'État ou de toute puissance. Exemple par exemple Terra Nova et l'Union Européenne. Donc, différents think tanks. L'Aspen Institute for Humanistic Studies, Maurice F. Strong et Robert S. Ingersoll. La Brookings Institution, William T. Coleman Jr., Henry D. Owen, Gerard C. Smith, C. Fred Bergsten, Graham T. Allison Jr., Philip H. Trezise et Bruce K. McClory. Le Center for Defense Information, Paul C. Warnke. L'Université Columbia, Richard N. Gardner. Le Center for Strategic and International Studies de l'Université de Georgetown, David M. Abshire, William E. Brock III, William V. Roth Jr. et Gerard C. Smith. L'Université Harvard, Graham Allison et Robert R. Bowie. La Hoover Institution on War, Revolution and Peace, David Packard et George Shultz. Le Hudson Institute, J. Paul Austin. Le Massachusetts Institute of Technology, MIT, Carol L. Wilson. La Mitre Corporation, Lucy Wilson Benson. La Rand Corporation, J. Paul Austin, Graham Allison et William T. Coleman Jr. L'Institut World Watch, C. Fred Bergsten. Ces think tanks sont financés par des fondations qui sont elles aussi liées au trilatéralisme. La fondation Rockefeller, Cyrus R. Vance, W. Michael Blumenthal, Robert V. Rouza, Len Kirkland et John D. Rockefeller IV. La 20th Century Fund Russell Sage Foundation, J. Paul Austin. La fondation Ford, Andrew Bremer et John Loudon. La fondation Carnegie pour la paix internationale, William A. Hewitt, Edley Donovan et Thomas L. Hughes. La fondation Borden, Zbigniew Brzezinski. La fondation des frères Rockefeller, David Rockefeller. Le Rockefeller Family Fund, David Rockefeller et John D. Rockefeller IV. La fondation Woodruff, J. Paul Austin. La World Peace Foundation, Robert R. Bowie. Donc traduction, la Fondation pour la paix mondiale. Les médias. La représentation de la trilatérale dans les médias ne se joue pas sur la quantité mais sur la qualité. Dans les années 70, sur 5 hauts commissaires pour les médias, 3 semblent être relativement peu importants. Doris Anderson, rédacteur en chef du Chatelaine Magazine, Carl Rowan, chroniqueur, et Arthur R. Taylor, ancien PDG de CBS, congédié en octobre 1976. 2 membres de la trilatérale se sont montrés très influents dans le monde des médias. Emmett Dedmon, directeur de la rédaction du Chicago Sun-Times, publié par Field Enterprises, et le PDG de Field Enterprises Inc., Marshall Field V, par ailleurs membre du conseil d'administration de la First National Bank de Chicago, qui gère Field Enterprises, en vertu d'un accord global avec son demi-frère Ted, c'est-à-dire Frederick W. Field. Le cas de Field est primordial en raison des liens de la trilatérale avec la First National Bank de Chicago. Quoi qu'il en soit, le Chicago Sun-Times est le 6e plus grand journal des États-Unis, avec un tirage quotidien de 687 000 exemplaires. Edley Donovan est un autre membre de la trilatérale,
ayant du poids dans les médias. Il est rédacteur en chef du Time, membre du Council on Foreign Relations et membre du conseil d'administration de la Fondation Carnegie pour la paix internationale. D'après le Parti travailliste américain, Donovan a joué un rôle primordial dans les élections présidentielles de 1976. Sous sa direction, tout à fait conforme au vœu de la trilatérale, le Time a fait office de vecteur de la propagande réactionnaire tout au long de la campagne et de la période post-électorale, dépeignant Carter sous les traits d'un outsider n'ayant aucun lien avec les politicards corrompus de Washington et de Wall Street. Cette image préfabriquée tombait à point nommé pour influencer les électeurs, et le Time a joué un rôle de dissimulation de premier ordre pour permettre le succès de la grande mascarade électorale du 2 novembre. Le mépris de la trilatérale à l'encontre du premier amendement est d'une manière générale passé sous silence par les médias qui lui sont soumis. En outre, au jour le jour, l'intervention de membres de la trilatérale dans les rouages des médias, par exemple par un simple coup de téléphone, est plus que probable étant donné le nombre d'individus que la trilatérale a placés dans les conseils d'administration des grandes sociétés du monde des médias. Henry B. Chart est un administrateur de CBS. Alors, petite parenthèse, parce que tous ces noms me disent quelque chose. Je peux faire toujours des liens avec... Et ce nom de Chart, c'est un nom issu de l'allemand, et ça me fait tout de suite penser à... C'est Hjalmar Schacht, vous savez, cet homme très secret qui en fait manipulait les fonds des nazis. Hein, j'avais fait une enquête là-dessus pendant la Seconde Guerre mondiale, Hjalmar Schacht, et qui avait fait, je crois, le couverture justement du Time en 1922, il me semble, et on le faisait passer pour une espèce de héros. Donc voilà, ce mec-là, Henry B. Chart, il a le même nom. Donc en fait, c'est quoi? C'est probablement des anciens nazis ou des Allemands, ce qui n'est pas la même chose, qui ont émigré aux États-Unis lors de l'opération Paperclip. Bref, administrateur de CBS. Sol Linowitz du Time, J. Paul Austin du Dow Jones, Harold Brown de la Times Mirror Corporation, Archibald K. Davis de Media General Inc., Peter J. Peterson de la Great Book Foundation et de la National Education TV, William M. Roth d'Atheneum Publishers, et Cyrus Vance du New York Times. Leur omniprésence est menaçante, cependant. Tout interventionnisme intempestif visant à détruire ou réorienter des informations peut s'avérer contre-productif. La plupart des gens qui travaillent dans les médias restent des professionnels plutôt que des propagandistes. En tout cas, espérons-le. Alors, les autres noms qui me rappellent quelque chose. David Packard pour la Hoover Institution. Ça me rappelle la grosse fortune des ordinateurs Packard Bell. Voilà. Il y a toujours des liens intéressants à chercher. Donc, petite enquête à faire. Voilà, je vais finir là pour aujourd'hui. Et dis à très bientôt pour la lecture d'autres livres que je vous ai cités.